Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Actu MMA. Aujourd'hui, pas de podcast mais une interview avec une combattante UFC, Nora Cornol. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Nora, merci déjà d'avoir accepté cette interview. On a eu beaucoup de galères durant la semaine. Mais merci Et à toi, juste, Anthony, hein. comment tu vas aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment ça a été cette semaine? Écoute, ouais, fatiguée là, on est vendredi 18h30, je suis séchée. Fin de première semaine de ça y est là, le camp il a commencé. Il aurait dû commencer dès la date, mais bon, toujours, des choses et d'autres, à faire. Mais là voilà, on a attaqué les choses sérieuses, donc voilà, on a déjà envoyé, lourd, progressivement, intelligent bien sûr, mais voilà, on est parti, pour 10 semaines de camp. Donc, bien sûr, on va parler de ton combat qui arrive à l'UFC Paris, mais d'abord, pour les abonnés d'Actu MMA qui ne te connaissent pas, s'il y en a, est-ce que tu peux te présenter globalement ce que tu as fait avant, ce que tu fais aujourd'hui et bien évidemment, s'il y a plein de choses à dire, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est ton moment. OK, waouh! Quel sacrilège! Comment ça, il y en a qui me connaissent pas? Écoute, ouais, Nora Cornol elle-même, combattante MMA depuis maintenant 3 ans. J'ai fait mon premier combat, en juillet 2021. Donc aujourd'hui, ça fait, juillet 2024, donc ça fait 3 ans que je fais du MMA. J'ai signé mon contrat à l'UFC en juin de l'an dernier, donc ça fait un peu plus d'1 an et puis j'ai livré mon premier combat pour l'UFC Paris 2. Donc voilà, on est 2 Françaises avec Manon, donc je suis la deuxième. Donc un peu moins connue, donc mais normal, hein, on va dire que j'arrive, mais j'arrive pas trop mal du coup, dans le sens où, mon premier combat à l'UFC Paris, c'était contre quand même une nana, qui était à 13-4, sa 7e apparition à l'UFC, bien. Moi, c'était mes débuts. Et sinon, avant ça, moi, mon sport, de base, c'est la boxe thaïlandaise, le Muay Thai, que j'ai pratiqué de, 2013, jusqu'à début 2019, avant de faire une grosse pause, due à des paramètres extérieurs parce que, il s'agissait de ma santé et puis, j'ai repris, les entraînements, genre en décembre, janvier 2021 et puis, nouveau challenge, vu qu'avec, la période de covid et tout, forcément, toutes les organisations Muay Thai et compagnie, dans lesquelles il y a déjà pas énormément de moyens, elles ont pas trop su se renouveler et compagnie. Donc, nouveau défi, nouveau challenge avec le MMA. C'est pas pour autant que j'avais réussi à tout de suite, voilà, passer d'un sport à un autre parce que pendant cette première année de reprise, j'avais fait les 2 en même temps, donc plusieurs sorties internationales pour faire les championnats du monde, championnats d'Europe, les jeux mondiaux en Muay Thai et puis, j'ai commencé le MMA aussi, donc comme je vous disais en juillet 2021. Voilà. Très bien. Donc là, tu as fait ton entrée à l'UFC Paris, tu es à 2-0 actuellement à l'UFC. Ça. Comment tu jugerais ta carrière à l'UFC? Est-ce que ce sont des débuts parfaits? Début parfait, j'ai envie de dire, par rapport à ce que je t'ai décrit, oui. Après, en termes de carrière MMA, du coup, juillet 2021, j'avais commencé ma carrière avec une défaite. Mais après ça, c'était une série de finish. Donc j'avais plus connu de nouveau 15 minutes, les 2 ans, les 2 ans où je combattais, ailleurs avant de monter à l'UFC. Donc voilà, on est reparti sur 15 minutes, pour, fêter l'UFC Paris. J'aurais voulu, un finish à ce moment-là, c'est pas passé comme ça. C'était une grosse guerre quand même où j'ai pu montrer que, voilà, je pouvais, striker, être au sol, faire de la lutte, même si voilà, c'est encore, je suis là, je pense que je suis quand même à des années-lumière de ce que j'ai pu produire l'année dernière, parce que du coup, je suis arrivée aussi à l'US Métro. Aujourd'hui, mon coach principal, mon head coach, c'est Johnny Frachet. Mon coach en pied-point est resté le même depuis que j'ai commencé le Muay Thai, à savoir Redouane Hammer.
Et puis en plus, on est vraiment ouais, une spé-lutte quand même à l'US Metro avec Diego Rodriguez, qui est quand même un champion panaméricain. Et puis il y a sa femme aussi qui est championne mondiale, si je ne me trompe pas, plusieurs fois. Donc voilà, c'est quand même des beaux parcours qu'ils ont eus et puis qui nous transmettent. Donc forcément, ça fait évoluer nos skills. Et j'essaie de me rapprocher vers quelque chose de parfait, on va dire, et de montrer encore un nouveau niveau à l'UFC Paris. Après le combat qu'on va évoquer ensuite contre Melissa Moulins, où j'ai renoué avec les finishes et j'espère repartir sur ça, quoi. Bah, déjà, bien sûr, on va parler de ce combat-là. Quel finish, mais on en Mhm. reparlera bien sûr après. C'est avant, donc tu l'as combattu en catchweight. Ouais. Je voulais un peu revenir sur cet épisode du poids, mais bon, tu as déjà fait une vidéo sur les réseaux Oui, pour non, les mais expliquer. Il n'y a pas de souci. C'est comment mentalement tu as réussi à rester dans le combat, parce qu'on imagine que ça reste quand même, ça change peut-être pas drastiquement, ça tu nous le diras, mais ça change beaucoup dans la préparation, comment aborder un combat. Ça change énormément ou pas? Euh, hmm. Cette configuration, elle m'était jamais arrivée. Je vais pas dire que ça a changé drastiquement. C'est plus la manière dont ça a été demandé qui m'a un peu, est-ce que je vais dire contrarié ou déstabilisé? Non, c'est pas le mot, tu sais, mais c'est plus. Donc voilà, bon, pour faire court, pour ceux qui connaissent pas bien, nous, quand on va combattre à l'Apex, à Las Vegas, on a aussi l'Institut de performance, le PI, comme on dit de manière voilà, plus. Et en fait, pour les fins de cutting, généralement, on va les faire là-bas. On a les nutritionnistes et une équipe pour nous entourer et nous apporter ce dont on a besoin. On a tout à disposition, donc les saunas, les bains chauds et compagnie. Et en fait, on finissait de couper le poids en même temps. Et elle, clairement, elle en pouvait plus, en fait. Et puis, dès qu'elle m'a vu entrer dans le sauna, elle est venue me voir pour me faire cette demande, alors qu'il nous restait quand même, genre, un peu moins d'une heure, mais il y avait encore du temps, quoi, en donnant bien. Et en fait, c'est plus qu'elle me le demande à ce moment-là et pas c'est bon, genre on a tout essayé et que c'est pas possible. Moi, j'étais bien partie pour de toute façon, voilà, je veux dire, l'engagement premier professionnel quand tu acceptes un combat, c'est d'abord valider la balance, quoi. Et puis ensuite, tu as le combat. Donc, en fait, si tu veux, pour répondre à ta question, c'est plus la manière dont elle me l'a demandé, puis ça a été insistant à 3 reprises, alors que moi j'avais dit de base: «Bah non, en fait, laisse-leur s'écouler et puis tu vois où t'en es, je vois où j'en suis» et au final, ça a été plus de temps à discuter qu'à pouvoir continuer à faire la mission principale. Donc à un moment, je lui ai dit OK, et puis elle me le demandait vraiment en désespoir de cause. Et puis j'ai, avec du recul, enfin, je vais pas qualifier ma décision de bête ou quoi. J'ai fait avec les informations et les armes que j'avais sur le moment. L'aspect peut-être, voilà, un peu. Euh, Bon, alors, je vais dire émotionnel, mais est-ce que je l'aurais eu si j'avais eu toutes les informations, c'est-à-dire à savoir que ça me coûtait et mon classement et mon bonus. Je pense que j'aurais dit gentiment qu'elle se débrouille, en fait. Mais maintenant, voilà, j'ai connaissance de tout ça. Donc non, parce que finalement, quand elle vient me demander ce catch weight, elle est déjà dans un peu un aveu de faiblesse au final. Donc la nana, elle est déjà diminuée et elle a déjà perdu pour moi, en fait, avec cette demande. Elle a déjà perdu et forcément je suis en confiance quand on va la peser, et forcément je suis en confiance quand je rentre dans la cage, bien que le stress existe à chacun des combats. Bah, pour moi, j'avais déjà gagné, en fait. J'avais déjà gagné une première bataille, là, une bataille psychologique, quoi, si tu préfères. Donc après, j'avais plus qu'à faire le taf, on va dire, avec mes armes propres au sport en lui-même, quoi. Voilà. Tu l'avais dit aussi dans le podcast chez nos confrères de Gong, que Ouais. tu savais que tu avais gagné le combat avant que le combat commence au final. Mm.
Comment enfin, tu t'as un peu commencé à expliquer, comment tu ressens ça? Et est-ce que ce n'est pas trop dangereux de ressentir ça avant un combat? C'est pas, est-ce qu'on n'arrive pas trop un peu à l'aise, dans la cage? Non, je pense pas que ce soit un excès de confiance, c'est juste, un état des lieux quoi, un état de fait si tu veux. Concrètement, je veux dire, si un combattant vient à venir te demander un catch weight un petit peu, à l'article de la mort, j'ai envie de te dire et vraiment j'en peux plus. Pour moi, ça reflétait beaucoup ce qu'elle avait ou ce qu'elle n'avait pas par rapport à moi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un move que j'aurais fait, en fait. Au pire, si moi je ratais la pesée, bah, je ratais la pesée et j'en payais les conséquences ou si j'avais besoin d'un catch weight, je le demandais en amont, pas 45 minutes avant la pesée. J'aurais demandé, au moins 2 voire 3 4 jours à l'avance, tu vois? Mais pas 45 minutes avant et vraiment se dire surtout, quand il lui restait 1 heure et qu'elle a pas été au bout du truc, pour moi, je me dis: «Bah, si elle abandonne là, dans la cage, je vais la faire abandonner, en fait. C'est pas, c'est pas, elle va pas donner le meilleur d'elle-même et tout. Si, si, justement, c'est ça, c'est qu'elle va donner le meilleur d'elle-même, mais je vais la faire abandonner, en fait. C'est vraiment ça. Si elle a abandonné, de cette manière contre elle-même en venant me voir, bah, elle abandonnera d'une manière ou d'une autre contre moi dans la cage. Et finalement, son langage corporel parle beaucoup quand je la touche au foie. Bien sûr que c'est très douloureux, c'est très, très, très gênant quoi, d'être touché au foie. On a vu que c'est quelque chose qui, où, voilà, on est touché et ça retentit 3 4 5 secondes après. C'est un peu en plus un effet de surprise, c'est très désagréable. Mais elle a tourné le dos en fait. Donc pour moi, il y avait déjà un j'en peux plus. Donc non, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le nom que j'ai en face de moi, je reste vigilante, je reste, tu sais, même quand, enfin, avant de rentrer à l'UFC, je devais combattre à l'UA Warrior, j'avais eu une annulation, une deuxième annulation, finalement une nana qui s'était présentée, avec un 0-0, mais voilà, gros bagage en sambo et compagnie, championnat d'Europe, championnat du monde, en fait un peu comme moi en Muay Thai, tu vois? Et à aucun moment je me dis, ouais, c'est dans la poche, je stresse pas. Oui, sur le papier, bah, j'avais 2-3 expériences de plus qu'elle, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais qui va pas te faire une misère dans la cage, la nana, tu vois? Tu sais, c'est et je pense que c'est hyper dangereux de partir avec cette mentalité, peu importe qui t'as en face de toi, en fait. Tu peux pas partir avec un excès de confiance quand tu fais un sport aussi dangereux, en fait. Et puis, même en termes de, je sais pas, je dirais peut-être de personnalité ou quoi. C'est pour moi, c'est quand même important de faire preuve d'humilité. Mais c'est bien d'avoir confiance en soi. Tu vois, les Français ont beaucoup de mal avec ça. C'est quand on a confiance en soi, on se la raconte. Non mais ah, tu sais, je veux dire, à un moment, je les ai vu passer les commentaires et tout. Maintenant, je m'intéresse plus du tout parce que je me dis au final, mais tu sais, ça sert à rien, tu sais, d'expliquer des choses à un sourd ou à des gens qui manquent de bon sens, tu vois. C'est, tu peux avoir confiance en toi, mais tu as confiance en toi parce que tu sais ce que tu as donné à l'entraînement, tu sais ce que tu as traversé, tu sais par quoi tu es passé et tu sais tout ce qu'il a fallu pour être prêt au moment qui est là, tu vois. Et bien sûr, heureusement, on a besoin d'avoir confiance en nous. Tu t'imagines si on est dans la cage en disant ouais, bon, bah, peut-être ça passe. Non, non, c'est pas possible, tu vois. C'est non, mais quoi qu'il arrive, voilà, faut avoir confiance en soi, mais il faut toujours rester très, très vigilant et faut rester, ouais, faut rester vigilant, faut rester sur ses gardes. Puis surtout, la confiance, tu l'as, mais aussi il y a le résultat qui parle direct après. Parce que tu mets il a été considéré comme le plus beau KO de la soirée, mais dont tu l'as expliqué, tu l'avais déjà expliqué dans d'autres podcasts, Mmh. pourquoi tu n'as pas eu le bonus des 50 000. En regardant les statistiques, si on prend tout en pourcentage, le MMA, tu es l'une des combattantes qui a le plus haut pourcentage de finish de la catégorie en Ah, MMA. tu Les m'apprends quelque finishes, on chose. s on sait que les finishes, c'est important. Ouais. Dans les sports de combat, c'est pas à toi que je l'apprends. Mmh. Mais est-ce que dans les catégories féminines, c'est pas encore plus important vu qu'il y a beaucoup moins de KO ou ou de finish complètement dans les combats féminins? Je pense que c'est très important parce que, ça enfin déjà on se part avec une image,
pas folle. Il y a vraiment les connaisseurs, qui savent quels combats, féminins vont être intéressants et qui vont pas se mettre à cracher dessus sous prétexte qu'on est des nanas ou je ne sais quoi et qu'on n'a pas, bah, forcément, si on parle de la physiologie, forcément, on n'a pas les mêmes, attraits et caractéristiques qu'un homme, oui. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire de combats impressionnants, bien au contraire, j'ai envie de te dire, parce qu'on a quand même, ce truc pour moi où les femmes, elles se démarquent toujours en termes de voilà, quand elles sont, dans la cage, beaucoup c'est des lionnes, quoi. Elles sont là pour en découdre, il y a pas de on se regarde, il y a rarement, trop d'attentes ou quoi, voilà, et c'est vrai qu'en tout cas en taille, moi je l'ai beaucoup vu, mais en MMA aussi, les combattantes, elles viennent pour s'arracher la tête, quoi. Donc je trouve qu'on a ça en plus par rapport aux hommes. Je dis pas que c'est le cas pour tous les combattants, hein. Je dis juste qu'on arrive à se démarquer, avec ça quand même. Et oui, c'est important parce que du coup, on montre aussi qu'on peut terminer des combats, qu'on peut faire, comme je te le disais, des combats impressionnants et rendre forcément la catégorie en question, entertaining, quoi, comme ils disent, tu vois. Bah oui, parce que finalement, tu as les connaisseurs qui vont voir, toute la technique et compagnie et qui vont comprendre ce qui se passe. Mais aussi, tu as beaucoup des nouveaux fans du MMA à cause de certains combattants et certains combats, depuis environ 1 an, qui vont être là pour voir des gens, qui s'arrachent la gueule, qui se terminent et pour voir, des combats qui s'arrêtent avant la limite, bien évidemment. Alors, c'est peut-être pas on va parler en plus de ton prochain combat. Mmh mh. Alors, donc, tu combats à l'UFC Paris le 28 septembre. Tu Ouais, combats Germaine de Ramdani. Là, du coup, c'est encore la 15e de la catégorie. ouais, Donc, on rappelle ta catégorie, hein, tu es en bantamweight poids coq en moins de 61 kilos. c'est ça. L'annonce du combat a été faite un peu, bah, comme à peu près à chaque fois, les annonces sont un peu leakées. Il y a toujours un compte qui va sortir l'information. Mais toi, comment tu as appris que tu affrontais Germaine de Randami? Bah, du coup, simple, on avait, 2 noms en tête avec, mon manager. On a proposé. En retour, ils répondent, «Mais est-ce que Germaine, ça le ferait?» Donc, on réfléchit à cette proposition et on se dit: «Mais pourquoi les 2 autres noms, sont pas, pris en considération?» Et Tu je peux me les s dire ou pas les 2 autres Moi, ça me noms dérange ou pas, j'avais ouais? demandé Norma Dumont, ou Pani Kiansat, qui sont, je crois respectivement, 10 et 9 ou dans l'autre sens, Ouais. mais voilà. Et c'est vrai que, j'ai voulu discuter un peu au début. «Ouais, mais quand même, est-ce que vous avez vu les précédents mails, qui je vous demandais et tout?» Et je me suis dit: «Bon, c'est peut-être pas le moment de contrarier qui que ce soit, on sait enfin voilà, quand tu débutes à l'UFC, tu es pas là non plus pour discuter des noms et compagnie. Il faut d'abord que tu te fasses, quand même bien connaître et compagnie» et en l'occurrence, je me suis dit: «Bah, c'est un coup à ce que les nanas soient déjà bookées» et bah, je suis bien contente d'avoir vu, quelques jours après avoir accepté que oui, finalement, Pani, bah, elle combat au mois d'août et Norma, elle combat, je crois, au Mexique, non, au Mexique, n'importe quoi, à la Sphère, pardon, pour, UFC Noche, donc pas au Mexique, mais pour la soirée mexicaine, quoi, si on veut, le 14 septembre, il me semble. Donc tu vois, finalement, c'est pas qu'ils m'avaient pas calculé ou quoi, c'est juste que les nanas étaient déjà matchées avec, d'autres filles de la catégorie. Donc des combats que je suivre avec attention, bien évidemment. Et ouais, non, bah, Germaine 15e, je suis contente. Un peu moins forcément du fait du classement, parce que je demande des filles qui sont plus haut classées et compagnie. Mais en même temps, tu sais, moi, parmi mes objectifs, il y avait quand même ce truc de bah, prendre des noms, en fait. Et je me suis dit, bah, Amanda, c'est trop tard, elle est plus là et de toute façon, ça aurait pas été dans l'immédiat, quoi, parce qu'on parle de l'ancienne championne, tu vois, donc il aurait fallu attendre 2 contrats, peut-être 3, tu vois. Parmi les noms, bah, Holly Holm, qui est quand même, voilà, une grande représentante depuis bien des années des bantamweights et Miesha Tate, qui elle aussi et voilà, tu vois? Et c'est vraiment je me dis: «Bon, bah, il reste, ces 2 personnes-là», mais c'était sans compter effectivement Germaine dans le classement, qui est, bah, quand même, je le rappelle, ancienne championne UFC, hein, c'était en 2016, il me semble. Donc c'est pas n'importe qui, mais surtout ce combat, il est particulier. C'est pour ça que j'ai un peu buggé sur le nom, parce qu'il n'empêche que
bah, on a quand même un bel écart où elle a commencé sa carrière bien avant moi. Je crois que je découvrais le pied-point alors que, voilà, la nana, elle rayonnait déjà à travers le monde, en kickboxing, en K1, quelques combats en Muay Thai, tu vois? Et c'était l'époque où voilà, c'est le genre de combattante que tu regardes avec des grands yeux, 44 combats, je crois même non, elle a pas de défaite en fait, elle est invaincue en pied-point. Mais ouais, enfin son record de KO, il est impressionnant. Mais voilà, je me dis: «Bah, ouais, ce combat, il a un goût particulier, en fait», tu vois? C'est vraiment les gens voient la 15e de la catégorie, mais c'est pas la 15e de la catégorie. C'est surtout quand tu vois, il y a qui en 14, 13, 12, 11, elle est largement, au-dessus de ces nanas pour moi, tu vois? Et et ça va être un super challenge. Ça va être un super challenge, donc on va se préparer, dur et fort. Et, et c'est bien, ce sera une belle preuve si je peux passer Germaine. Je pense que il y aura vraiment de quoi mettre tout le monde d'accord, je pense. On peut s'attendre à quel style de combat? Parce que vous avez, comme tu l'as dit, hein, vous avez toutes les 2 une très grosse carrière en pied-point. Il sera plus stratégique ou comme à l'accoutumée, un peu plus rentre dedans? Bah écoute, c'est pas parce que c'est rentre dedans que c'est pas stratégique. Pour le coup, c'était et stratégique contre Melissa, tout comme Jocelyne. Maintenant, bien évidemment que je pense qu'on va vouloir jauger nos striking respectifs. Maintenant, tout combat est pensé forcément stratégiquement, quoi. J'ai vu son niveau en lutte, j'ai vu son niveau en sol. Donc voilà, maintenant c'est aller. Ok, on peut explorer un peu ses faiblesses, mais c'est surtout moi aussi exploiter mes forces, quoi. Donc la stratégie s'affinera au cours du camp et avec aussi ce que j'ai envie de faire, parce que ça compte aussi, et ce que j'ai envie de montrer. Mais voilà, il faudra rester connecté jusqu'au 28 septembre pour ça. Donc comme tu le disais en début de vidéo, là, tu as commencé ton camp d'entraînement. Donc on est dans quelle période? On est là, c'est plus de la prépa physique avant d'entrer dans tout ce qui est un peu plus, stratégique et un peu plus game plan? Alors, c'est pas des choses qu'on dissocie, on les fait, c'est pas on fait de la préparation physique et ensuite on fait du spécifique, non, c'est des choses qui sont couplées. Pendant la préparation physique, on passe par des cycles, bien évidemment, que plus, bah, on va être loin du fight, on va pouvoir, engranger, de la force, voilà, en soulevant lourd, voilà, et puis plus on va se rapprocher, on va affiner et être sur plus, voilà, ce qui va se rapprocher de l'explosivité et compagnie. Mais après, en parallèle de ça, bah, bien évidemment, tous mes entraînements sont sur ce que je vais avoir envie d'appliquer. J'ai mes sparring partners qui sont choisis, donc là, je tourne plus avec des personnes qui correspondent pas au profil. Si ce n'est, bah, si j'ai envie de m'amuser ou de me détendre et de plus être genre dans le truc, ah, je prépare un combat. Parce que voilà, si tu perds la notion de plaisir, ça devient tout de suite aussi très compliqué. Et puis on est loin du combat. Donc si je perds la notion de plaisir maintenant, ça va être très dur les 10 semaines à suivre. Donc non, non, on est déjà bien entendu dans la stratégie, bien entendu dans se préparer, enfin quand je te dis se préparer pour Germaine, en réalité non, on se prépare toujours plus loin que Germaine. Donc tu vois, on ajoute toujours des détails, mais bien sûr que l'essentiel de la préparation tourne pour passer cette étape déjà, quoi. Très bien, mais comme on disait, donc ce combat, alors allez, l'UFC Paris, donc troisième du nom. Est-ce que tu sais déjà où tu vas être placé sur la carte? J'en ai aucune idée. J'en ai Et aucune toi, idée, mais bon, tu préfères quoi? Ouvrir j'aimerais le bien être bal? en non, j'aimerais bien être en ouverture de main, ça c'est sûr, ce sera tout de suite différent. Maintenant, bien évidemment, on est en France, donc je pense que, voilà, il faut en fonction de la popularité des combattants. Heu, Maintenant, enfin, bon, il y a des catégories qui je sais pas, enfin, comment le formuler, mais ont l'air de prévaloir plus que d'autres, tu vois? Parce que si on respectait finalement, qui avance dans le classement, bah, normalement, je devrais te dire, bah, genre, je suis en main de manière sûre, mais c'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Hem
où je sais qu'une catégorie qui est très regardée, c'est la moins des 93 kilos. Bah, Oumar, il a fait qu'un combat, donc ça va être son deuxième. Moi, ça va être mon troisième. Il est plus loin dans le classement pour monter que moi, je ne suis dans le mien pour monter. Mais je pense qu'il a plus de chances, lui, d'être en main que moi en main, parce que, comme tu l'as évoqué plus tôt, bah, les combats féminins, malheureusement, voilà, ça a pas la même cote et malheureusement, ça se reflète sur l'ordre de passage des combats sur les cartes. Après, ça peut aller très vite. En première UFC Oui, Paris, bien c'est sûr. Benoît Saint-Denis qui ouvre la carte. Et là, pour l'UFC Paris 3, c'est lui le main event. C'est vrai, c'est vrai. Mais Benoît, c'est un animal particulier. Benoît, il a fait un sacré taf entre l'été dernier et mars, tu vois. Donc, et même juin, en fait. Enfin, attends. Est-ce que j'arrive à. Non, c'était mars? C'était quand Non, c'était mars Poirier, pour c'était monter. mars. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit juin, mais non, mars, ouais, donc c'était bien ça. Entre l'été dernier et mars, il a quand même fait un paquet de travail et il a été très très actif et il a eu de quoi monter vite et être médiatisé, faire entendre parler de lui, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, qu'ils apprécient ou qu'ils apprécient pas. Benoît, il est là, Benoît, il est présent et Benoît, il faut entendre parler de lui. Donc en vrai, pour moi, son main event, il est mérité en fait. Il y a aucun combattant, il n'y a aucun autre combattant français qui a fait comme lui. Hein. Faut dire ce qu'il y a, je veux dire, faut être honnête avec soi-même. Et donc, on en parlait un petit peu hein, contre Moicano. Bon ou mauvais match-up pour BSD? Alors honnêtement, je ne saurais m'exprimer là-dessus parce que je t'avoue que je ne me suis pas du tout intéressée à son combattant. J'ai pu lire deux, trois choses. Je pense que tu as autre chose à faire. Exactement, je vais pas te mentir. J'étais plus axée sur moi que sur les autres combattants. Euh, Par contre, je peux dire que ce que j'espère pour Benoît, j'ai aucun doute que son changement lui sera bénéfique parce que toute séparation intervient pour une raison qui est forcément bonne, tu vois, qu'elle soit momentanée ou enfin qu'elle soit temporaire ou voilà ou dans la durée en fait. Euh, et que bah, j'espère qu'il va un peu rentrer son menton et un peu aller moins à la bagarre parce que ça reste un très bon combattant et voilà, il va encore nous le prouver et ce qui s'est passé contre Poirier ne détermine en aucun cas sa valeur ou bien au contraire en fait. Donc j'ai juste hâte de voir la suite. Si c'est pas, enfin je sais pas c'est quoi le profil de Moicano pour le coup. Moicano, c'est plus du sol. Mm. Il arrive en striking, mais bon, la plupart du temps, c'est plus le mental. Un peu comme peut l'être les Brésiliens à Ouais. l'UFC, c'est je lâche rien. C'est un Mm. mec, faut l'éteindre pour gagner en fait. Ok. Non, bah, je pense que ça va être intéressant. J'espère juste que ce sera qu'il saura lever le pied par moment et pas rentrer absolument. Et pour moi, juste s'il règle ça, il n'y a aucun souci pour la suite, que ce soit moi, Cano ou les autres en fait. Faut juste il y a juste des ajustements à faire. Et je suis assez sûr. Enfin, tout combattant, voilà, on tire leçon de nos défaites, mais nos victoires aussi, elles sont à analyser. Je veux dire, tu as toujours à, à améliorer, et quoi qu'il arrive, en fait, et tu fais toujours des erreurs. Personne ne fait un combat parfait. Donc je suis assez sûr qu'il aura fait le travail pour passer à un step supérieur. Alors, le record des Français à l'UFC Paris, c'est 8 victoires pour 2 défaites. Il y a une autre défaite, mais de Yanis Guémouri contre Gomis, donc forcément, il y a un Français qui allait perdre. L'autre défaite, c'est Zara Fern. Mm. En quoi c'est difficile de battre un combattant ou une combattante française à Paris? En quoi c'est difficile? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose avec le public? Est-ce que c'est le public ou est-ce que c'est juste le fait de combattre en France qui fait que les combattants français sont imbattables chez eux? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Non, ok. Je croyais que tu me demandais en gros s'il y avait un match, enfin, franco-français, en quoi c'est dur de Non, battre un autre non, non, combattant français. Et là, j'étais en non, mode, non, bah, je non, sais non, pas, non, j'ai jamais, non, non, c'est pas ce que je disais. j'en ai jamais fait C'est l'expérience.
Voilà, c'est les autres combattants, les combattants étrangers, quand ils combattent des Ah, Français, la plupart du temps, ils perdent. En quoi c'est difficile, en fait, d'affronter un Français chez lui à Paris? bah, il est à domicile, donc je pense qu'il y a ce truc où, tu sais que tu vas pas en terrain conquis quand tu es dans la peau du combattant en face, c'est logique, c'est normal, tu vois? Maintenant moi, c'est enfin voilà, soit ça te galvanise, soit concrètement, pardon my French, mais tu te chies dessus quoi, tu vois? Je veux dire, c'est après c'est des choses à travailler. Hem donc je pense que forcément ça joue. Maintenant, c'est aussi stressant de notre côté, tu vois? De savoir que ça fait kiffer clairement de se dire que tu vas combattre devant ton public, en tout cas, voilà, les Français. Maintenant ça reste stressant parce que tu as pas envie de passer à côté de ton combat, tu as envie que les gens kiffent, tu as envie qu'ils passent un bon moment, voilà, qu'ils en aient voilà, pour le spectacle qu'ils ont demandé à avoir, pour leur argent aussi un peu d'ailleurs. Mais bon après ça, c'est pas la victoire qui fait ça pour moi. Le spectacle, c'est aussi, encore une fois, comme je te disais, le combat engagé et tout, c'est pour avoir une victoire, voilà, où c'est un peu, voilà, boring comme fight en fait, on aime les combats engagés, les combats où il y a de l'action quoi. C'est c'est des sports de combat quoi. Mais forcément oui, tu as ce côté où, tu es plus en confiance parce que tu es chez toi. Après, il y a des trucs bêtes, hein, que tu peux prendre en considération. Bon, à part quand c'est des Européens où c'est simple aussi, mais tu as l'histoire du décalage horaire, c'est difficile, hein. Moi, je repense à Vegas, bon après c'était la même chose pour, Melissa aussi, mais waouh, le décalage qu'on se mange dans les dents, c'est dur, hein. Heureusement que j'y étais 1 semaine avant parce que franchement, c'est le mardi de la Fight Week où j'ai commencé à dormir normalement. Mais tu as ça aussi et puis tu as le changement d'alimentation. Bon, ça va, tu sais, franchement, quand ils viennent en France, ils sont quand même pas mal lotis parce qu'on a des bons produits locaux où tu te nourris bien, mais à l'inverse, c'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est des paramètres extérieurs à gérer aussi, mais tu vois, mais qui peuvent rentrer en ligne de compte et altérer ta performance le jour J, en fait. Parce que ton organisme, il n'est pas habitué à ces choses-là. Très bien et je vais juste terminer avec une dernière question pour toi. Elle est un peu, question, c'est un peu, fantaisie, c'est: «J'ai une baguette magique, pardon. Mon Je te combattant dis de lutte. j'organise je te dis j'organise un événement, il est pour toi, c'est cadeau, tu es le main event. Tu affrontes qui et dans quelle salle?» Tu choisis l'adversaire et l'endroit. Ah ouais. Ah ouais. Euh, Retraité, pas retraité, hein, on est sur ce que tu veux. D'accord, ah ouais, donc n'importe quel combat, n'importe quel. Hein. Ah, c'est une question sacrément difficile quand même. Déjà, le lieu, bah écoute, poussons la fantaisie jusqu'au bout, hein. Il y a eu Fight Island pendant un moment, bah une bête deal, tu mets une bête d'arène, mais un peu locale, tu vois, pas un truc totalement fermé, totalement machin, un truc un peu good vibe. Où t'as grave du monde, je sais pas par quelle haute baguette magique, il faut que les gens aient une facilité à venir. Donc tu vois, ambiance bien détente, bien pas ville quoi, tu vois. Je suis en main event et je combats. Dans ma tête, tu veux dire qui d'autre à part Amanda en fait, tu vois. Alors pas maintenant parce que faut aussi être voilà tranquille dans son évolution. Mais ouais, genre d'ici 2 ans, tu me mets voilà ce truc où tu as trouvé un moyen de faire venir des Français et aussi voilà des quelques gens à travers le monde qui me soutiennent et compagnie sur cette fameuse île contre Amanda et puis bah on est bien hein. Bon bah très, très bien, c'était la dernière question de l'interview. Je te remercie énormément pour ton temps. Ça a été, on sait que c'est pas facile hein, pour les combattants. Ouais, on a C'est arrêté, on entre s'en deux fait. entraînements, un peu le Ouais. soir, mais en tout cas merci beaucoup. Et Donc tous merci à ceux toi, qui, Anthony. Merci d'avoir pensé à moi aussi. Je te coupe, mais je tiens à le souligner. ouais, y a pas de souci, coupe-moi. Non mais voilà, et pour tous ceux qui voudraient voir Nora Cornell, il y a plein d'autres interviews, ça va être sur YouTube, sur les autres chaînes. Si vous voulez suivre son combat, prochain combat de Nora Cornell, c'est le 28 septembre à l'UFC Paris. Donc 3, donc ça sera diffusé sur RMC Sport. On verra si ce sera sur le YouTube, sur le Twitch, sur la chaîne, tout dépend.
où ils ont Tout à décidé fait. de mettre Nora Cornell sur la carte. Et si vous voulez d'autres interviews, si vous voulez d'autres podcasts, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager la chaîne. Sur ce, les gars, on se dit à la Et si vous prochaine. voulez aussi votre débardeur, allez sur mon profil, suivez-moi sur Instagram et commandez. Oui, surtout, Bah, on essaiera de mettre en ouais, un description petit ton Instagram. at Exactement. Nose for Oz et puis on est bien.